Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony. Et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine dans le froid du mois de janvier, mais on va se remonter le moral ensemble avec un petit podcast. Alors, comme le veut la tradition, je voudrais commencer par dire merci à tous les gens qui m'ont écrit cette semaine, tous les gens qui interagissent avec ce podcast. Donc, il y a tout d'abord Alex, Mehdi, Philippe, Xavier, Yann, Thibaut, Pauline, Gérald, Alexandre du CDR, l'illustre, Maxime, Fabienne, Benjamin, Marine et Christopher. Merci vraiment à vous tous de me suivre, d'interagir, voilà, de mettre des likes sur ce petit podcast. C'est ce qui m'aide vraiment le plus à avoir de la visibilité, à me faire connaître. Et c'est vraiment super. Voilà. Merci à tous pour vos retours, pour vos idées, puisque le sujet du jour m'a été soufflé par Thibaut. On va traiter ton sujet et voilà, on va en parler tout à l'heure. C'est un sujet qui m'a vraiment donné envie, surtout que cette semaine, c'était une semaine un petit peu particulière, puisque avec Ben, mon associé, on s'est isolé pendant 3 jours dans le sud pour vraiment pouvoir travailler sur un projet de, entre guillemets, formation qu'on va sortir. C'est plutôt, on va dire, la boîte à outils du marchand de biens et de l'aménageur foncier. C'est vraiment tous les fichiers informatiques qu'on utilise, que ce soit pour définir la rentabilité de nos opérations, mais aussi les fichiers qu'on utilise pour chiffrer le montant des travaux. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est super. Euh, on va sortir ça, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Il y a plusieurs fichiers Excel. Il y a 1 heure et demie de vidéo pour expliquer comment ça marche. Donc je pense que voilà, c'est notre premier produit. On voudrait faire vraiment quelque chose de bien qui vous aide. Il n'y a pas de blabla. Donc bon, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas intéressé par l'immobilier, ça ne vous intéressera pas. Mais par contre, je pense que pour les gens qui sont intéressés par l'IMO, qui veulent faire de l'achat-revente ou vraiment du marchand de biens ou de l'aménagement foncier, comme ce qu'on fait nous, des divisions de terrain, ce sera vraiment un super outil. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler sur mon Insta. Tout ça pour dire qu'on a passé vraiment 3 jours non-stop à travailler là-dessus. Et donc j'ai eu un petit peu moins de temps pour travailler sur le podcast. Et Thibaut m'a soufflé ce sujet en début de semaine et ça m'a vraiment donné envie de le traiter. Donc vous verrez, on va en parler tout à l'heure. Je tiens à remercier vraiment tous les gens qui se sont abonnés sur SoundCloud aussi. On est aujourd'hui 105 personnes abonnées. C'est vraiment super. Ça aussi, ça me donne de la visibilité et c'est vraiment génial. Tous les gens aussi qui m'ont mis une note 5 étoiles sur Apple Podcast, puisqu'aujourd'hui je suis à 18 notes. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 minutes et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous aimez ce petit podcast, c'est chouette de le faire connaître. Donc vraiment, merci pour tout ça. Je voudrais aussi profiter du début du podcast pour faire la petite pub pour l'apéro investisseur du 23 janvier. Voilà, n'hésitez pas, ça sera à Lyon, ça sera vraisemblablement au Ninkasi à Gerland. Envoyez-moi un DM si vous voulez connaître vraiment l'heure et l'endroit. N'hésitez pas, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir fait. Je pense qu'on va commencer à être nombreux au bout d'un moment, mais ça va être super chouette. Donc si vous avez envie de me rencontrer, il y aura aussi mon pote Yann, Yalfaimo, sur Insta, qui sera avec moi. Il y aura sûrement mon associé Ben aussi, donc ça va être vraiment un bon petit moment bien sympa. On va pouvoir partager, parler IMO. Si vous avez envie qu'on se rencontre, n'hésitez pas. Je pense que ça va être un super moment. Je tiens aussi à faire petite publicité pour notre événement du 14 mars 2020 à Clermont-Ferrand, la masterclass qu'on organise. Donc je fais la pub à chaque podcast et ça fonctionne parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On s'est fixé à 40 places pour cette masterclass pour vraiment délivrer du super contenu et que ça reste dans une ambiance, je ne veux pas dire familiale, mais vraiment proche. Voilà. Vous soyez vraiment proche de nous, qu'on puisse vraiment discuter, qu'on puisse délivrer le meilleur. Et à ce jour, on a vendu la moitié des places. Donc on est super content. Donc n'hésitez pas, il reste 20 places. Vous êtes nombreux à m'écrire aussi sur Insta. Donc n'hésitez pas à prendre votre place. Et puis je pense qu'on va se passer vraiment une super journée tous ensemble où il y aura vraiment la dose d'immobilier, de mindset pour avancer vers vos projets. C'est vraiment, comme on dit à chaque fois, je le répète, mais ça, comment dire, ça fait tellement du bien à entendre. On est vraiment la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc en faisant des journées comme ça, en se côtoyant entre nous, on en repart, mais vraiment boosté. Et puis on va rencontrer des gens qui ont vraiment fait les choses, qui ont vraiment avancé sur leur projet.
Et ça, c'est fantastique parce que ça rend vraiment les choses réelles. Quand on est tout seul dans son coin à essayer de quitter la rat race, si c'est notre but, qu'on n'a personne dans notre entourage qui est motivé par ça, bah, le fait de rencontrer des gens qui l'ont vraiment fait, d'avoir leur numéro de téléphone, leurs emails, de les avoir rencontrés, pouvoir les appeler ou poser une question s'il y a besoin à demande, c'est vraiment quelque chose de fantastique et j'ai envie de dire d'indispensable quand on veut vraiment, vraiment avancer. Donc voilà, ce sera le 14 mars 2020 à Clermont-Ferrand. N'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez plus d'infos. Sur mon Instagram, une vie de liberté, vous trouverez le lien dans ma bio avec toute la description de la masterclass. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, je pense que ça va vous plaire. Et puis voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est presque à 5000 écoutes sur SoundCloud. Et pour moi, c'est vraiment fantastique, ça me touche énormément. J'ai démarré ce petit podcast sans prétention au mois de septembre. Et vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, à interagir avec moi. Et ça me fait vraiment hyper, hyper plaisir parce que c'est vraiment le but. C'est qu'on réfléchisse ensemble. Je parle tout seul dans ce micro et je suis tout seul dans la pièce où j'enregistre. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez avec moi et qu'on réfléchissait ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe puisque vous m'envoyez des messages. Et voilà, le but, c'est qu'on avance, qu'on échange. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi, d'ailleurs. Et c'est très bien que vous pensiez par vous-même. Et voilà, enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de super. Et on continue ça tous ensemble. Donc voilà, 6 minutes. J'ai essayé de faire court dans l'introduction de ce podcast. On va pouvoir attaquer le sujet du jour. Donc comme je le disais, un sujet qui m'a été soufflé par Thibaut, puisque Thibaut, il a une problématique, c'est qu'il avance dans ses investissements et il a l'impression d'être un peu bloqué pour passer sur des plus gros projets et il a besoin de s'associer. Et il m'a envoyé un message en me demandant comment tu ferais toi, quels sont les bons critères pour s'associer. Alors encore une fois, avant de démarrer ce podcast, vraiment le sujet du jour, je voudrais mettre un gros disclaimer, c'est que j'ai pas la science infuse, je suis loin d'être parfait, j'essaye beaucoup réfléchir et faire de mon mieux, et sur les associations, moi aussi j'ai peut-être pu faire des erreurs par le passé, et ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a des bonnes pratiques qu'on verra, je vous donnerai un petit peu mes infos, moi ce que je pense vraiment sur ce sujet-là, parce que quand on s'associe, il ne faut pas se rater. Vraiment, on peut commencer par ça. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie s'associer ? Mais pour moi, c'est un peu comme un mariage. Alors, quand on a un podcast et une chaîne YouTube et un Insta qui s'appelle Une vie de liberté, on commence à comprendre que j'aime pas trop les contraintes, quoi, ou vraiment les trucs qui m'enferment trop. Donc, pour moi, l'association, ça a toujours été quand même synonyme vraiment de cadre et de contraintes. Par contre, c'est souvent inévitable de s'associer à un moment quand on veut avancer. Donc, il y a vraiment le pour et le contre à peser et plein d'arguments qui rentrent en compte. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de décortiquer tout au long de ce podcast ensemble. Donc, pour moi, s'associer, il y a vraiment un synonyme de confiance totale. Quand on s'associe avec quelqu'un, il faut vraiment qu'on ait une confiance, j'ai envie de dire presque aveugle. Alors, on verra que ce n'est pas aveugle du tout, mais il faut presque avoir une confiance aveugle en la personne. C'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas à la légère quand on s'associe avec quelqu'un. Pour moi, s'associer, je vois vraiment ça c'est comme un mariage, clairement. C'est vraiment une forme de mariage. S'associer, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, quand on s'associe au début, quand on veut démarrer un projet, tout est beau, tout est rose, on voit que le bon côté des choses. Et justement, il ne faut pas être aveuglé et il faut vraiment avoir en tête qu'il y aura des moments difficiles, voire des moments très difficiles. Il y aura aussi, et ça je vous le souhaite si vous associez, des vrais grands moments d'euphorie. Et à ce moment-là, c'est vraiment génial d'avoir un associé pour partager tout ça. Mais ça peut être aussi pour le pire. Et il faut être vraiment fort physiquement, psychologiquement, pour affronter ces moments-là. Et là aussi, vous avez besoin d'un associé qui a les deux pieds sur terre et qui tient la route. Donc ce que je peux dire, pour moi, pour qui la liberté a vraiment une grande importance, c'est chaque fois qu'on va s'associer, c'est de réfléchir au coup pour s'en sortir. Ça, c'est une phrase que j'avais entendue dans un podcast de Jean Rivière et qui avait fait vraiment grand écho pour moi. C'est toujours quand on va s'associer, réfléchir au coût pour s'en sortir. Le coût, il peut être financier, mais il est aussi émotionnel, on va dire, puisqu'il peut y avoir des blessures d'amour-propre à la suite de ça, et vraiment des fois des blessures profondes qui ne donnent plus envie de s'associer par la suite, presque comme en amour, j'ai envie de dire. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention, et toujours, en tout cas à mon sens, réfléchir au coût pour s'en sortir. C'est vraiment les premières choses qui viennent quand je pense à moi, une association.
Donc après, on verra par la suite du podcast toutes les petites étapes à privilégier. Après, je me suis dit, tiens, tu as ce sujet à traiter sur l'association, on va aller voir ce que c'est dans le DICO, quelle est la définition de s'associer. Donc je suis allé voir, s'associer, c'est marqué en synonyme, s'allier, s'unir, coopérer, collaborer et s'entendre. Donc là, vraiment, on a tout. On ne peut pas mieux le définir, l'association. S'allier, s'unir, c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est vraiment ce qu'on a en tête quand on veut démarrer un projet. C'est de s'allier, c'est de s'unir avec quelqu'un. Ensuite, une fois qu'on sera associé, ce qu'il faudra, c'est collaborer et coopérer, puisque clairement, c'est ça. Mais surtout, le dernier mot, s'entendre. Et ça, c'est souvent le plus dur, puisque quand on est associé avec quelqu'un, vraiment, on est dans le même bateau, et le bateau, il peut être soumis à des flots énormes, et vraiment, vraiment à rude épreuve. Et si on ne veut pas que le bateau se retourne, il va falloir jouer d'équilibre sur le bateau. Et c'est pour ça qu'avec son associé, il faut vraiment bien s'entendre, vraiment, et bien se connaître. Et justement, s'associer, ça peut faire très très peur, souvent. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on a vraiment pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur de s'associer, de rentrer en association? Un petit peu pour moi, quand tout à l'heure je disais que s'associer c'était comme un mariage et qu'il fallait réfléchir tout le temps, même si tout se passe bien, tout le temps réfléchir en amont au coup pour s'en sortir, c'est la peur de se tromper, vraiment. Un petit peu comme dans le podcast dernier où on parlait de la peur de faire des choix, s'associer c'est faire un choix. Et la première à venir, c'est la peur de se tromper, la peur de s'engager. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a peur de ça? C'est parce qu'on a un manque de confiance. Et comme en amour, ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous marier ou de vous engager, de vous fiancer avec quelqu'un en qui vous avez un manque de confiance. Dans l'association, dans le business, c'est la même chose. Si on manque de confiance dans l'autre personne, il ne faut pas s'associer. Et c'est ça qui peut faire peur, de ne pas assez se connaître. Après, il faut faire attention à surtout pas s'associer pour des mauvaises raisons. Il y a beaucoup de mauvaises raisons de s'associer, comme le fait par exemple d'avoir peur de la solitude. Et ça, moi, je l'ai vu énormément autour de moi. Des gens qui ont une idée brillante, vraiment, qui sont compétents, mais qui ou manquent de confiance en eux, peut-être, ou je ne sais pas vraiment quelle est la raison, mais ils ont en tout cas peur d'être tout seuls. C'est souvent des anciens salariés qui ont beaucoup travaillé en collaboration avec des collègues. Ils ont envie d'indépendance, ils ont envie de liberté, mais ils ne se sentent pas d'y aller seuls parce qu'ils ont peur d'être vraiment isolés. Et moi, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un coach, par exemple, ou alors aller travailler dans un coworking, vraiment un coach professionnel, où quand vous avez des galères, vous allez aller lui parler, vous allez aller lui exposer vos galères, ou alors travailler dans un coworking pour avoir encore un petit sentiment d'avoir des gens autour de soi qui bossent avec vous, autour de vous. Ça peut bien aider, mais si vraiment la seule raison pour laquelle vous associez, c'est parce que vous avez peur d'être tout seul, ça va vous amener à faire des mauvaises décisions, peut-être à aller vers un associé qui, pas pour les bonnes raisons en tout cas, pas pour ce qu'il peut vous apporter, mais plus parce que vous avez peur d'affronter la pression tout seul par exemple. Et ça, c'est vraiment pas bon. Il y a des gens qui sont vraiment là spécialisés pour ça, il y a des coachs en business, des gens qui peuvent vous aider, et ça, c'est vraiment bien mieux qu'une mauvaise association. Alors la question que je me suis posée après, c'est pourquoi est-ce que les gens s'associent? Qu'est-ce que ça peut apporter vraiment de s'associer? Pourquoi les gens le font? Donc il y a plusieurs raisons. Il y a souvent une raison qui est le manque de fonds. Par exemple, on a plein de bonnes idées. Alors on va prendre l'exemple de l'IMO, mais on a plein de bonnes idées. On veut investir dans l'immobilier, mais on n'a pas d'argent. Donc on peut aller chercher quelqu'un qui a de l'argent, et nous on va apporter les compétences, et ça peut faire une association. Alors on verra tout à l'heure que ça peut aussi faire des gros problèmes, puisqu'il va y avoir un associé actif, celui qui amène l'argent, et souvent des fois un associé dormant. Un associé actif, c'est celui qui va emmener ses compétences, et l'associé dormant, c'est celui qui va emmener les fonds. Mais on va voir que ça peut aussi créer des grosses tensions, puisqu'il y en a un qui va avoir l'impression de se taper tout le travail, et l'autre qui se sentira légitime parce qu'il a emmené l'argent, et ça peut vraiment faire des grosses tensions, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment définir les choses quand vous vous associez avec quelqu'un, et ça on le verra vraiment à la fin du podcast, puisque si les rôles ne sont pas clairement définis et qu'il y a des non-dits, ça peut vraiment faire de la bagarre. Pourquoi les gens s'associent aussi?
de la même façon qu'il y en a qui peuvent manquer de fonds, il y en a qui peuvent avoir les fonds, mais manquer de compétences. Donc ça aussi, ça peut être souvent dangereux. On va prendre un exemple de quelqu'un qui a envie de monter une start-up et qui veut développer une application. Il a repéré un entrepreneur qui a repéré un problème dans son quotidien et qui se dit tiens, ce problème pourrait être résolu par une application. Mais par contre, il ne sait pas coder. Donc il va aller s'adjoindre les services de quelqu'un qui sait coder et plutôt que de prendre un freelance ou une entreprise pour le faire, il va être vraiment tenté de s'associer. Alors, on le dit souvent dans ces startups qui sont plutôt dans la tech, c'est bien d'avoir un profil commercial et un profil geek, un peu geek, si on est avec deux associés. Mais aussi, ça peut faire des problèmes si le gars qui a eu l'idée, c'est le profil commercial et qui va chercher un profil geek et qui l'associe. Parfois, ça peut être dommage d'aller donner la moitié de ses parts et la moitié de son idée à quelqu'un qui va juste apporter une compétence, mais peut-être pas d'amour dans le projet, quoi. Vraiment, voilà, le mot est lancé, qui ne va pas apporter d'amour dans le projet et qui ne va pas être passionné par le projet. Et souvent, on voit souvent ça, ou pour de l'argent, par exemple. Quelqu'un qui a un projet fantastique, qui lui tient vraiment, vraiment à cœur, et à qui il a l'impression qu'il manque de l'argent, et parfois, il aurait pu peut-être travailler une année ou deux de plus dans la gestation de son projet, mais non, il va ouvrir le capital tout de suite, parfois pour dire quelques milliers d'euros, et vraiment couper sa boîte en deux et offrir beaucoup de la moitié de sa boîte à quelqu'un qui n'aura fait qu'apporter de l'argent, ça peut être parfois vraiment dommage. Après, il y a une bonne raison de s'associer aussi, ça permet de répartir le travail. Souvent, on le voit, quand on monte une boîte, il y a énormément de boulot, que ce soit vraiment en montant une société ou même dans l'immobilier. On va prendre l'exemple d'une SCI, mais quand on achète un immeuble, on peut vraiment être tenté de prendre des associés avec soi parce qu'on se dit que ça va répartir le travail. Mais par contre, il faut vraiment que les tâches soient bien réparties, les tâches de chacun. Qu'il y en ait un, par exemple, qui s'occupe des relations avec les locataires et d'établir les loyers. Un autre qui s'occupe de toutes les menues réparations, par exemple. Et là, ça peut fonctionner. Mais si tout le monde se monte dessus, parfois, ça peut être... tout le monde pense que tout le monde fait tout et au final, personne ne fait rien. Et ça, c'est vraiment, vraiment très dangereux. Et ça, souvent, on le voit, je fais une petite parenthèse, mais dans les associations à 3 personnes. Quand on est associé à 3, pour moi, c'est vraiment pas un nombre qui est excellent. Parce que ça peut faire des clans, quelque part. Toujours 2 personnes qui vont parler sur la troisième. Ça, il faut y faire vraiment, vraiment très attention. Ça nécessite de connaître énormément, énormément ses associés avant de s'associer. Parce que, bon, ce nombre de 3 pour l'association, pour moi, c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Et si les rôles sont très bien répartis, alors ça peut fonctionner. Mais si en plus les rôles ne sont pas répartis et que les gens ne sont pas complémentaires, ça peut être une catastrophe. Pourquoi aussi les gens s'associent ? C'est souvent pour mieux résister à la pression. Puisque justement, quand on est tout seul dans sa boîte, vraiment, moi, j'ai jamais été tout seul. Alors, je suis beaucoup tout seul dans certains de mes biens immobiliers, la plupart d'ailleurs. Je suis aussi en SCI dans certains biens. Et après, quand j'ai été en société, j'ai toujours été associé. Dans mon cas, en famille. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Moi, mes associés, je les connaissais très bien, puisque ça a été toujours des membres de ma famille. Et aujourd'hui d'ailleurs, mon associé dans notre entreprise, AB Invest, c'est Benjamin, c'est mon cousin germain. Donc, quand on connaît très bien ses associés, enfin moi je pense que, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment un gros gros plus. Avec Benjamin, on a été quasiment élevés ensemble, donc on se connaît par cœur. Ça permet vraiment de savoir avec qui on s'engage, les qualités et les défauts de la personne, les compétences, et vraiment de prendre une décision éclairée. On dit souvent qu'il faut ne surtout pas s'associer en famille ou entre amis. Moi, je pense que c'est ni faux et ni vrai. C'est du cas par cas, vraiment. Si on s'associe avec un copain pour lui faire plaisir ou pour lui mettre le pied à l'étrier, pour moi, c'est une erreur. Mais si on s'associe avec un copain avec qui on partage les mêmes valeurs, et je vois pas où est le problème. Mais donc du coup, s'associer, ça permet de mieux résister à la pression. Parce que quand on a vraiment un coup dur, vous avez un immeuble et vous apprenez que la toiture, elle passe à travers. Quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a pas trop d'argent sur le compte, c'est vraiment, vraiment difficile. Si on est en plus mal entouré dans son cercle très proche, si par exemple votre conjoint ne fait que vous décourager de faire de l'immobilier, que votre famille ou vos amis
vous disent que vous êtes un fou et qu'il vous arrive ça, il faut être vraiment costaud psychologiquement, mais vraiment très costaud. Alors ça renforce et ça permet de se battre et c'est pas plus mal au final parce qu'on passe par des mauvais moments, mais après on se relève et on est vraiment beaucoup plus fort. Ça permet de sortir de sa zone de confort, en tout cas de l'élargir et vraiment de se dépasser. Mais enfin, ça reste quelque chose qui n'est pas évident à vivre, alors que quand on est deux, eh ben, il y a une discussion qui s'engage et une synergie et on trouve vraiment des solutions. Et voilà, ça permet de diviser aussi, non seulement, bon, c'est sûr que ça divise les gains en deux, mais ça divise aussi les soucis en deux. Et franchement, c'est pas mal d'avoir un associé pour ça, parce que quand on est deux et qu'on a des compétences complémentaires, ça permet vraiment comment dire, quand il y a vraiment des gros soucis, de mieux les absorber et de trouver des solutions ensemble, pas de se remonter le moral, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas d'affronter les difficultés en étant beaucoup plus serein. Quand on est unis, il y a cette phrase de mon copain Rudy du podcast Leadercast qui dit seul on va vite et ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est vraiment vrai. Cette phrase, elle caractérise très bien son podcast d'ailleurs, et je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Seul, moi je le vois, j'ai plutôt un tempérament assez solitaire. Sur mes projets perso, j'ai aucun mal à travailler sur mes biens immobiliers ou à me projeter ou à acheter des biens en étant seul. Mais c'est vrai que quand il y a des coups durs, c'est pas facile. Alors que je le vois sur la société, quand il y a des choses qui vont pas, en étant à deux, ça permet de se répartir les tâches. Et du coup, quand il y a des choses qui arrivent qui sont un peu plus compliquées ou un peu plus difficiles ou des mauvaises nouvelles, on arrive mieux à les accepter et on se relève, j'ai l'impression, un peu plus vite quand même. Une autre question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut être forcé de s'associer? Est-ce que, par exemple, on peut être bien tout seul, avoir sa boîte, être heureux de sa boîte, mais à un moment être forcé de s'associer? Il y a deux cas que j'ai relevés, c'est si l'entreprise s'essouffle, ou si par exemple dans votre SCI, tout part en vrille, vous avez eu des gros dégâts, je sais pas, une toiture qui passe à travers, vous vous rendez compte qu'il faut que vous devez changer vos fenêtres, vous ne l'avez pas anticipé, et vous n'avez pas beaucoup de cash flow, vous avez très peu de trésorerie. Bon, dans ces cas-là, on peut être contraint de céder une partie de ses parts, par exemple, de l'immeuble, pour faire rentrer un associé qui a de l'argent et qui va vous aider à remettre ça à flot. Quand ça se passe comme ça, c'est en général pas des bonnes nouvelles, c'est des choses qu'il faut éviter. Et puis quand vous faites rentrer, alors dans une SCI, c'est différent, mais si c'est dans une société, par exemple, que vous faites rentrer quelqu'un, vous aviez l'habitude d'être le seul maître à bord, et ensuite vous n'êtes plus le seul maître à bord, vous avez aussi quelqu'un qui commande avec vous. Donc c'est des cas où, et si la personne est venue en sauveur en plus, ça peut être quand même très très compliqué à vivre émotionnellement. Donc on est forcé de s'associer, mais c'est pas pour des bonnes raisons. Mais la deuxième cas aussi, ça peut être si l'entreprise est ultra prospère. Si ça fonctionne, si vous commencez à faire beaucoup de ventes dans votre société, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus tout gérer tout seul, même si vous aviez envie de tout gérer tout seul, il y a un moment, vous êtes obligé de vous adjoindre les services de quelqu'un. Alors vous pouvez embaucher un salarié, vous pouvez sous-traiter à un freelance. Moi, je pense que dans un premier temps, sous-traiter les tâches, c'est vraiment bien parce que vous gardez la maîtrise avant d'embaucher quelqu'un. Alors, moi, je sais ce que c'est parce que par le passé, j'ai eu une entreprise avec des salariés, beaucoup de salariés, et c'est très, très compliqué de gérer de l'humain. C'est vraiment pas facile. C'est un petit peu usant. Et puis surtout dans notre beau pays qui est la France, c'est encore un petit peu plus compliqué puisque administrativement, ça fait des choses quand même assez compliquées. Donc pareil, le casting pour les salariés doit être aussi le même que le casting pour les associés. Il faut vraiment que la mentalité cadre avec votre vision. Et ça, on en parlera tout à l'heure. La vision est très très importante. Quand vous prenez, que ce soit même un freelance, un salarié ou un associé, c'est important qu'il partage votre vision. Je ne veux pas gâcher la suite, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Mais donc voilà, si votre entreprise est ultra prospère et qu'elle marche à fond, on va prendre un petit exemple, mais je vois pour AB Invest, quand on a sorti Riche de liberté, notre livre, ça reste vraiment très modeste, mais il y a eu beaucoup de commandes sur le livre, on a été super contents. Aujourd'hui, on doit être presque à 350 exemplaires vendus, donc on est hyper contents. Et en plus, ça continue de commander, il y a toujours des commandes un petit peu tous les jours. Et il y a eu mon ami Alex qui en a parlé sur le club des rentiers de Facebook. Il a une très grosse communauté et ça a fait un pic à un moment.
Et il y a eu une petite période où on passait quasiment nos journées à faire ça. Alors j'exagère, pas nos journées, mais au moins une demi-journée par jour, la moitié de la journée à faire ça. Et je peux imaginer que, bon, ici c'est un livre qui est très niché, mais si on sort un produit qui rencontre un franc succès et qu'on est tout seul, à un moment on ne peut plus tout faire tout seul, c'est impossible, ça prend trop de temps. Et donc là on est obligé de s'associer. Donc c'est pour des bonnes raisons, mais encore une fois, il ne faudra pas négliger quelques bonnes pratiques. Donc la question aussi que je me suis posée pour terminer avec toutes ces petites questions, c'est est-ce qu'on peut ne pas s'associer et réussir? J'en reviens à la phrase que je disais tout à l'heure, quoi, que oui, effectivement, bien sûr, qu'on peut rester tout seul et réussir. Ça dépend de la vision qu'on a. Moi, je le vois, vous vous en doutez, j'ai toujours voulu que ma boîte soit au service de ma liberté et pas l'inverse. C'est ma boîte qui doit être à mon service quelque part et pas moi qui dois être au service de la boîte. Il faut toujours avoir les rênes et une boîte qui marche très vite ou une boîte qui grossit beaucoup, beaucoup, au bout d'un moment, c'est elle qui vous entraîne. Et là, il faut aussi faire attention. Alors, c'est génial, si une boîte, elle marche, c'est fantastique. Mais il faut bien savoir ce qu'on veut. On va en parler tout à l'heure, mais de bien définir sa vision, de savoir si pourquoi on fait les choses. On en revient toujours à cette question du pourquoi. Est-ce que je veux avoir une société pour me rémunérer? Est-ce que je veux avoir une société pour me sentir libre? Est-ce que je veux avoir une société pour aider le plus de gens possible? Est-ce que je veux avoir une société pour changer le monde à mon échelle? Il y a des gens qui le font très bien. Quand on voit Elon Musk, Steve Jobs, tous les gens comme ça, tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu tellement d'argent, ils auraient pu s'arrêter 150 000 fois de travailler, mais ils ont continué parce que leur pourquoi, leur vision pour leur boîte, elle est bien plus grande que le fait de vendre des téléphones pour Steve Jobs. Alors maintenant, c'est Cook, le président, mais à l'époque, Steve Jobs, puisque c'est lui qui est iconique. Mais et Elon Musk, c'est bien plus que de vendre des voitures et d'envoyer des fusées dans l'espace. C'est des gens qui veulent vraiment impacter. Donc, est-ce que, sans parler je ne sais pas si vous voulez devenir Elon Musk, si vous le voulez, c'est très très bien. Mais moi, c'est pas mon cas en tout cas. Mais est-ce que voilà, tout va dépendre de la vision que vous voulez avoir pour votre boîte. Si vous voulez pas vous associer et que vous voulez que votre boîte soit à votre service, c'est très très bien. Si elle vous permet de vous sentir libre, d'avancer sur des projets, d'aider les gens, vous vous sentez bien et que vous n'avez pas besoin vous sentez pas le besoin de vous associer, on peut très bien réussir comme ça. Comme on peut très bien réussir en s'associant, puisque plus notre boîte va être grosse, plus on va impacter de gens et plus on va pouvoir aider de personnes. Et ça peut être aussi ça, le leitmotiv. Et c'est ça qui est important. Donc maintenant, on va passer vraiment à la seconde partie de ce podcast avec mon avis sur la question. Vraiment, même si tout ce qu'on a vu, c'était teinté de ce que je pense, mais les bonnes pratiques à avoir en tête pour s'associer, vraiment pour répondre à la question de Thibaut. Moi, ce que je pense, clairement, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est que il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Voilà, alors j'ai eu beaucoup dans mon entourage, puisque j'ai commencé d'entreprendre il y a déjà plus de 12 ans, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de cas défiler. J'ai vu des gens brillants qui avaient une société où ils étaient tout seuls, qui marchait très très bien, vendre par la suite une grosse, grosse partie de leur société, entre 60% pour certains et 90% pour un autre. Et par exemple, la personne qui a vendu 90% de sa boîte, il a seulement gardé 10% des parts, il continue d'être le patron, mais bon, si demain on décide de le virer, il sera obligé de s'en aller puisqu'il a plus que 10% des parts. Et par contre, il est hyper heureux, plus heureux que jamais. Il a touché un gros chèque pour vendre ses parts, il continue son activité et il est hyper content. Et à contrario, j'ai quelqu'un d'autre que je connais qui a vendu seulement, entre guillemets, 70% de ses parts, qui a gardé 30%, et avec qui ça se passe très 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 mal, et qui a été obligé de partir de sa propre boîte, ça a traîné en plus des années, hein. Ça a traîné au moins 4-5 ans où il avait 30% de la société dans laquelle il n'était plus, où il ne s'entendait pas avec les gens qui avaient repris la société. Et au final, ça s'est soldé. Il a réussi à leur vendre ses parts et vraiment à s'en sortir. Mais c'était très très compliqué. Et c'est pour ça que je pense que il vaut mieux un petit chez soi. Mais au moins on est chez soi. Voilà. Même si c'est associé à deux avec un ami. Et avoir une boîte qui est plus modeste plutôt que vraiment de faire rentrer n'importe qui dans son capital. Vraiment diluer ses parts et avoir une société énorme, mais avoir juste peut-être 10 ou 20% de sa propre boîte qu'on a créée, ça peut être vraiment, vraiment très difficile à vivre, à mon avis. Ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment convaincu. Ensuite, il y a beaucoup de gens, et on va en parler,
qui parle pour s'associer à deux qu'il ne faut absolument, absolument éviter le 50-50. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si vous êtes avec un ami, ou avec même quelqu'un que vous avez rencontré dans le business, et avec qui vraiment il y a eu, on va dire, un coup de foudre professionnel, vous avez envie d'investir avec lui, vous avez eu une idée tous les deux en même temps, une belle idée, ben ça peut paraître vraiment un peu compliqué de faire 49-51, puisqu'il y en a un qui va vraiment avoir le pouvoir de décision sur l'autre, et pour moi, ben ça peut créer vraiment des tensions à terme. Si les 51% sont du côté d'une personne qui va sans cesse le rappeler à l'autre, quand il y aura des décisions à prendre, à dire, de toute façon, c'est moi qui ai le dernier mot. Ça peut vraiment créer des tensions. Et ça, c'est des choses, j'ai pas vu dans mes proches, mais dont j'ai entendu parler, où ça crée vraiment des tensions inutiles. Alors, il y a une solution pour régler ça, c'est de se mettre, par exemple, à 49% chacun et de donner 2% à un tiers de confiance. Ça peut être un mentor, par exemple, quelqu'un que vous connaissez dans une autre société ou dans le travail, quelqu'un par exemple de beaucoup plus âgé que vous, mettons que vous soyez deux associés qui sont dans la trentaine, et bien allez prendre une personne qui n'est ni de la famille de l'un ni de la famille de l'autre, bien sûr, hein, et ni ami avec l'un et ni ami avec l'autre, mais une personne qui est une autorité dans ce business, qui a 60 ans, lui donner 2% des parts. Comme ça, se dire en cas de conflit, lui pourra trancher de façon impartiale et se ranger auprès de l'un ou auprès de l'autre. Puisqu'on a vu quand même que tout à l'heure, quand on s'associe, c'est super super important de réfléchir au coût pour s'en sortir. Et donc moi ce que je pense, ce qui peut être vraiment bien, c'est de prévoir surtout un pacte d'associés. Et ça je pense que c'est même indispensable. Quand on s'associe, de prévoir ça. Qu'est-ce que c'est un pacte d'associés? C'est un petit peu comme un contrat de mariage, c'est rédigé par un avocat, c'est secret, les services fiscaux n'en ont pas connaissance. Par contre c'est signé et c'est tenu à disposition pour l'avocat et on va prévoir tous les cas. Qu'est-ce qu'on va faire dans tous les cas? Donc ça permet de rester associé à 50-50, par exemple. Et dans ce pacte d'associés, on va tout prévoir. Voilà, en cas de conflit, qu'est-ce qu'on fait? Qui rachète les parts à l'autre? À quel prix? Comment on peut se sortir d'un conflit? Comment est-ce qu'on va régler tel conflit? Et on prévoit vraiment tous les cas de figure. Du moment qu'on s'entend bien, comme pour un contrat de mariage, eh ben on va prévoir tous les cas de figure au cas où ça se passe mal. Ça, je pense que c'est vraiment super parce que voilà, moi ce que je vais donner, c'est un conseil qui va un peu à l'encontre de ce qu'on donne habituellement. Mais j'ai quelqu'un de très proche que je connais qui est associé à 51-49. Et oui, j'ai quelqu'un de très proche. Je ne vais pas spoiler parce que j'ai pas envie que la personne, si elle écoute, elle se reconnaisse. Mais c'est très compliqué et je sais que cette personne le vit très mal. Et alors qu'au départ, ça part d'un bon sentiment, de ne pas bloquer des décisions. Mais pour un tout petit pourcent, ça fout un bazar monstre. Alors que s'associer à 50-50 en se disant, voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, on sera ensemble et on va célébrer comme jamais. Et pour le pire, on a notre pacte d'associés qui nous dit, voilà, si ça part en sucette, on fait ce qui est marqué dans ce papier. Mais en attendant, quand ça va bien, on est associé à 50-50, main dans la main. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, après, je vais peut-être me faire fustiger par certaines personnes, mais je pense que ça, c'est pas plus mal. Puis, on parle aussi de... Voilà, si c'est 51-49, même si la boîte est sauvée parce qu'on a pu prendre une décision, si c'est plus les deux mêmes associés, quelque part, c'est plus pareil. C'est comme un couple, c'est comme un mariage. Dans un mariage, on ne s'associe pas à 51-49, je veux dire, on est à deux. Et quand l'histoire s'arrête, elle se termine. C'est aussi ce qui fait la beauté de quelque chose. Une boîte, elle a un début et elle a une fin. Et c'est toujours comme ça. Et on peut bien essayer de tout prévoir. Ben, il y a des fois, ça ira peut-être pas forcément comme il faut. Et pour moi, enfin, je vais peut-être me mettre du monde à dos, mais c'est pas un 51-49 qui va ranger les choses. Mais en tout cas, un bon pacte d'associés, ça c'est super, super important pour voir en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait. Puisque si il se passe vraiment quelque chose de grave entre les deux associés et que le dialogue est carrément rompu, et ben au moins le pacte d'associés est là et lui il fait foi puisqu'il a été signé à un moment où tout le monde s'adorait et se prenait dans les bras. Donc je pense que c'est vraiment super. Après, je voulais qu'on parle un petit peu de la SCI puisque quelque part ce podcast il est vraiment lié à mon compte Instagram qui est en IMO, puisque c'est souvent en SCI qu'on va s'associer en immobilier. Et là aussi, il faut vraiment, vraiment faire attention, puisque en SCI, votre responsabilité n'est pas limitée aux apports ou au capital de la SCI. Vous êtes directement caution sur vos biens personnels. Donc là, il faut faire très, très attention. Si vous avez beaucoup de patrimoine, par exemple, et que vous vous associez à quelqu'un qui débute ou qui n'a pas un copec, c'est pas lui qu'on ira chercher, c'est vous.
Donc il faut vraiment faire très attention à ce que vous faites. Quand vous vous associez en SCI, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Quand vous vous associez en SAS, si votre boîte elle capote, si bien sûr vous n'avez pas fraudé et vous n'avez pas fait de malversation, qu'on soit bien d'accord, mais si vous êtes resté dans la légalité, que vous avez un impayé d'un client par exemple et que votre boîte ferme, si vous n'avez pas fait de faute de gestion, eh bien votre responsabilité elle est limitée à ce que vous avez mis dans la société. Dans une SCI, c'est loin d'être le cas. On viendra vous chercher jusqu'au dernier centime pour rembourser votre crédit. Perso, vous allez signer vraiment des cautions personnelles. Donc si vous associez avec quelqu'un qui n'a rien, il faut vraiment, vraiment y faire attention, je pense. Là, vraiment, on rentre un peu dans le technique, hein, mais c'est aussi important de le faire. Si vous vous associez pour faire du marchand de biens, il faut privilégier la SAS. C'est très très souple. On peut mettre une clause de sortie. On peut prendre un pacte d'associé beaucoup plus souple qu'une SARL qui, à mon sens, n'est clairement pas fait pour faire du marchand de biens. Il y a aussi une façon de s'associer qui peut être très très bien et limiter les problèmes, c'est de s'associer à court terme. Par exemple, vous avez votre SAS de marchand de biens, vous avez un copain que vous aimez bien qui a sa SAS de marchand de biens, vous décidez de faire une opération ensemble. Plutôt que de créer une SAS, vous créez une SEP. Ça s'appelle une société en participation, où là, c'est comme un contrat. Hein. Vous définissez vraiment tout ce que vous voulez dedans et vous vous associez uniquement pour ce projet. Ça permet de faire quelque chose ensemble, mais c'est vraiment limité dans le temps. Et je pense qu'avant de s'associer avec quelqu'un vraiment qu'on sent qu'il pourrait être un super partenaire pro pour la vie, eh ben on fait une petite opération en SEP ensemble, on voit comment ça se passe, on voit comment ça réagit quand il y a la pression, parce que quand le bateau est sur une mer d'huile, tout va toujours bien, mais quand il y a la tempête, c'est là qu'on voit ce que les matelots ont au fond des tripes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important ça permet de faire un petit test, la SEP, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour bien choisir son associé, comment faire ? Moi, je pense qu'il faut être complémentaire. Et je ne suis pas le seul à penser ça, mais c'est bien que vous preniez un profil qui soit un petit peu différent de vous. On va prendre un exemple vraiment classique. Ben, mon associé, si tu m'écoutes, tous les deux avec Benjamin, moi je sais que j'ai beaucoup de rigueur sur certaines choses, sur les chiffres, je suis très organisé et j'ai du mal avec le côté créatif. Et Benjamin, lui, a un côté vraiment très créatif qui est vraiment prononcé. Et quand on fait construire des maisons, par exemple, il a vraiment une vision architecturale que moi, je suis incapable d'avoir. J'ai beau essayer, je ne sais pas faire. Et même pour des découpes de terrain, en division foncière, il a toujours des idées que moi, elles sortent de nulle part, quoi. Et vraiment, là-dessus, on est super complémentaires et c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un comme ça, puisque les tâches dans l'entreprise, elles se définissent déjà naturellement. Alors après, on verra par la suite que c'est hyper important. D'ailleurs, on peut le voir tout de suite. Quand on s'associe avec quelqu'un, c'est hyper important aussi de définir les tâches. Qui va faire quoi ? Ça me paraît vraiment primordial. Mais par exemple, moi, je suis vraiment dans les chiffres. Donc la comptabilité, tout ça, c'est moi qui m'en occupe parce que j'adore ça. Et voilà, j'aime bien les chiffres, donc c'est super important. Et après, sur d'autres aspects, se répartir vraiment toutes les tâches. Qui va plutôt s'occuper de l'aspect marketing, qui va s'occuper de la compta, qui va s'occuper des relations clients, qui va s'occuper du SAV. C'est vraiment très important de le définir, je pense. Et quand on est complémentaire, c'est facile parce que c'est naturel. Chacun va vers ce qu'il aime et du coup, tout le monde est content. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et surtout, pour moi, vraiment, on va en parler à ce moment-là, mais le plus important, c'est d'avoir la même vision de l'entrepreneuriat et quasiment la même vision de la vie. Et ça, c'est... Allez, je vais vous dire, comme je fais habituellement, mais s'il y a un seul truc à retenir de ce podcast d'aujourd'hui, c'est ça. C'est si vous vous associez avec quelqu'un, il faut que vous ayez la même vision de la vie, la même vision de l'entrepreneuriat. C'est pour moi le plus important. Si pour vous, vous avez envie de faire une société qui est au service de votre liberté, que vous n'avez pas envie de travailler 70 heures par semaine, mais plutôt 30, et de travailler par exemple que les après-midi, ou de travailler le soir tard, puisque c'est ce qui vous botte, ne vous mettez pas avec un associé qui, dans sa tête, il est encore en mode salariat, et pour lui, le boulot, c'est 8h midi, 2h, 6h, du lundi au vendredi, parce que ça va clasher, ça ne marchera jamais. Il faut avoir vraiment cette même vision de la vie. Est-ce que, s'il y en a un des deux qui est un work alcoolique, qui se sent bien que quand il est sous pression en train de bosser, et l'autre qui
préfère être malin et vraiment faire de la data, voilà, aller vraiment là où les choses payent, de vraiment mettre ses pions sur vraiment rater un dossier par exemple, parce qu'il n'est pas assez rentable, et se réserver pour un dossier beaucoup plus rentable, et que vous avez un associé qui veut rater aucun dossier et tous les faire. Ça va vraiment, vraiment faire du clash, et ça va être vous courez à la catastrophe. Donc, ouais, c'est pareil, si dans l'immobilier, si vous êtes avec quelqu'un qui voit, je ne veux pas dire voit petit parce que je ne veux surtout pas être péjoratif, pas du tout, puisque, enfin, il y a pas de petits pas, mais quelqu'un qui vraiment, pour lui, on va prendre des exemples, mais 5 lots, c'est déjà beaucoup. 5 appartements, c'est déjà beaucoup. Et que, par exemple, vous, dans votre tête, vous en voulez 50, 100. Vous êtes vraiment démesuré. Vous voulez vraiment avoir un patrimoine qui dépasse le million, 2 millions, 3 millions d'euros peut-être. Vous avez des grosses ambitions. Ben, ça va clasher parce que vous ne voulez pas la même chose. Et ça, c'est vraiment important de se le dire. Et je pense que si vous pressentez quelqu'un pour être votre associé, il faut vraiment exposer sa vision de la vie. Voilà, faut connaître son pourquoi, faut déjà s'être posé la question à soi-même de son pourquoi. Ça, je pense que c'est super important, et on le sait, on a parlé beaucoup dans ce podcast du pourquoi, qui est hyper important. Et demandez le pourquoi de votre associé et voir si ça colle, si vous êtes d'accord. Et une autre chose hyper importante qui m'a été soufflée par Benjamin, c'est le rapport à l'argent. Puisque, vous le savez, le rapport à l'argent, pour les gens, n'est vraiment, vraiment pas rationnel. Tout le monde a un rapport à l'argent qui dépend de beaucoup de choses, de son éducation, de savoir s'il a eu par le passé beaucoup d'argent ou au contraire pas beaucoup d'argent. Et tout le monde a un rapport à l'argent qui est vraiment teinté de ses émotions. On pourrait presque, même si je pèse mes mots, mais définir les gens par rapport à leur rapport à l'argent. C'est fou. Il y a des gens pour qui l'argent est abondant, ils en manquent jamais. Et il y a des gens pour qui l'argent leur file entre les doigts. Ils n'ont jamais d'argent. Et parfois, les gens pour qui l'argent est abondant peuvent gagner 2 000, 3 000 euros par mois et ne jamais manquer d'argent, partir tout le temps en vacances. Et moi, j'ai vu des gens gagner 5, 6, 7 000 euros par mois avec de l'argent qui leur file tout le temps entre les doigts, qui n'ont jamais un radis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, le rapport à l'argent avec votre associé. Il faut que vous ayez la même vision des choses, puisque sinon, c'est pareil, ça va clasher. Si dès que vous avez un peu de trésorerie sur les comptes, vous avez un associé pour qui un gros salaire, c'est important. Vous le savez, en société, si vous mettez un gros salaire, vous allez payer énormément de charges, et souvent, c'est vraiment pas une bonne idée. Et vous pouvez avoir vous, dans votre vision, de vous dire, moi, je préfère avoir un petit salaire et faire grossir la société, faire remonter des dividendes dans une holding, par exemple, et les faire redescendre en investissant dans des biens immobiliers. On se contente d'un petit salaire, mais on se fait construire un patrimoine qui est énorme. Et en fait, tout simplement, on diffère son investissement. Et puis un jour, en récoltant les fruits de son patrimoine, c'est là qu'on se verse de l'argent. Mais il y a des gens qui ont encore parfois la mentalité salariée, pour qui gros salaire égale gros statut, qui ne voient pas les choses de la même façon. Et si vous vous associez avec quelqu'un comme ça, si votre société marche bien, chaque fois que vous vous versez 1 000 euros, vous reversez 1 000 euros de charge. Donc ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Est-ce que parfois, à titre perso, il ne faut pas se contenter de moins pour faire grossir son patrimoine? C'est toujours un petit peu la métaphore de la boule de neige. Si vous êtes en haut d'une pente et que vous voulez faire une boule de neige énorme, vous faites une boule avec vos mains, vous commencez à la faire rouler, et tous les 2 mètres, vous enlevez la moitié de la boule. Et puis vous continuez à la faire rouler, tous les 2 mètres, vous enlevez la moitié de la boule. Vous allez arriver en bas avec une boule qui ne sera pas plus grosse que la boule avec laquelle vous avez démarré. Mais en revanche, si vous faites une boule avec vos mains, vous la lâchez d'en haut, vous la laissez rouler jusqu'en bas, et vous continuez à la laisser rouler, votre boule sera tellement énorme, au bout d'un moment, vous pourrez enlever l'équivalent de ce que vous preniez sur l'autre boule, elle continuera de devenir énorme. Et puisque quand on fait grossir sa boule de neige, c'est la magie des intérêts composés, c'est la magie de décupler son patrimoine. Voilà, et parfois, il vaut mieux se contenter de peu au départ, surtout quand on crée sa boîte, pour avoir plus après. Et ça, c'est hyper important d'avoir la même vision avec votre associé. Pour moi, c'est très, très, très important. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais il y avait plusieurs petites choses dont je voulais parler. C'est si vous avez tendance à être très gentil. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas méchant, je suis plutôt quelqu'un de gentil. Et il y a quelque chose à laquelle il faut faire très attention, c'est un petit peu le syndrome Saint-Bernard, voilà, où on veut aider, où on veut faire plaisir. Et où si ça marche bien pour soi dans certaines affaires, on se dit, tiens, j'ai tel pote, il galère un peu,
allez, ben, je vais lui donner des parts dans cette SCI, ça va lui mettre le pied à l'étrier. Là, c'est une connerie, hein. Il faut surtout pas. Ça, c'est des erreurs. Surtout si on pense à la place de la personne. Si encore la personne vient vous démarcher en disant voilà, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me mettre le pied à l'étrier, est-ce que tu peux me donner un coup de main, et qu'il amène du temps et de l'énergie, même à défaut d'argent, là, c'est différent. Mais si on va soi-même chercher la personne pour lui dire tiens, ça te dirait pas, ça te mettrait le pied à l'étrier, ça c'est des conneries. Il faut vraiment faire gaffe à ça, c'est n'importe quoi. Vaut mieux s'occuper de soi, vaut mieux s'occuper de sa société. Et je peux même aller plus loin en disant que voilà, si on pense qu'on va faire le bonheur de quelqu'un, croire qu'on peut faire le bonheur des autres, c'est une erreur. C'est quelque chose, ça marche pas. On peut faire son propre bonheur, puisque, comme dit Rudy, je te paraphrase Rudy, mais tu l'as dit dans ton podcast l'autre jour et ça m'a beaucoup plu, le bonheur est une décision. Et voilà, donc on peut faire son propre bonheur, mais on peut pas aider tout le monde, on peut pas faire le bonheur des gens, donc voilà, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter. Attention aussi à l'associé actif et l'associé dormant, comme je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'argent mais que vous avez débordé d'envie d'investir, parfois il vaut mieux commencer petit, mettre votre énergie, faire grossir votre boule de neige, même si au début ça vous paraît fastidieux. Mais plutôt que d'aller vous associer avec quelqu'un, allez lui filer la moitié de votre idée, juste pour quelques milliers d'euros qui vont vous aider à démarrer. Et si vous êtes actif et que lui est dormant en disant moi j'ai donné l'argent, je m'occupe plus de rien, tranquille dans mon coin, c'est toi qui bosses, vous allez avoir de la rancœur pour lui. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bon, parce que quand vous allez gagner de l'argent, la somme qu'il a mis va paraître dérisoire par rapport à ce que vous êtes en train de gagner, mais il aura quand même la moitié de votre boîte. Donc ça, il faut faire très attention. Moi, je suis plus partant du principe de dire, voilà, faites grossir votre boule de neige tout doucement, petit à petit, c'est pas grave, même si ça prend du temps, que d'aller donner votre argent à quelqu'un, la moitié de votre boîte à quelqu'un qui va mettre de l'argent et qui va être un associé dormant. Bon, c'est ce que je pense en tout cas. Et puis attention aux non-dits aussi, voilà. Une association avec quelqu'un dans l'immobilier ou dans le business, c'est comme un mariage, comme en couple, et on le sait, en couple, les non-dits, ça pue, et ça pue aussi dans le business. Si vous avez l'impression que vous êtes en train de bosser tout seul, si votre associé, vous avez l'impression qu'il ne fout rien, ou qu'il est à la cool, ou que ça fait un mois qu'il vient moins au bureau, ou qu'il est moins impliqué, plutôt que d'aller en parler à votre nana, ou à un autre pote, ou d'aller appeler quelqu'un, un collègue, ou n'importe qui, pour se plaindre de votre associé, allez voir votre associé, regardez-le dans les yeux, parlez-lui. C'est le plus important. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes mis ensemble au départ, la flamme qui vous a animé pour le business. On a presque l'impression que je parle d'amour là. Hein. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui vous a animé vraiment pour monter ce business et parlez-lui. Peut-être qu'il traverse des difficultés, peut-être qu'il n'est pas en train de glander, mais peut-être que ça va pas dans son couple, ou peut-être qu'il a des soucis perso. Et d'en parler, ça crève tout de suite l'abcès. Donc franchement, ça va sans le dire, hein, si vous m'écoutez, vous le savez, mais ça ne mange pas de pain de le dire, voilà, attention aux non-dits dans le business. On peut se parler, on est des grands garçons, ou des grandes filles, hein, mais voilà, faut se dire les choses. Et puis la dernière petite chose pour conclure ce podcast sur l'association, c'est vraiment con, hein, mais signer des contrats, quoi. Parce que moi, j'ai déjà vu ça à côté, où des gens qui investissent en couple, par exemple, où tout appartient à l'homme, puisque l'homme était déjà un investisseur avant de rencontrer sa compagne. Sa compagne, elle investit dans son business, mais elle a rien du tout. Et ça peut faire vraiment des tensions, parce que j'ai vu pas seulement de l'investissement en temps, je parle d'investissement en argent. Une compagne qui paye des travaux, par exemple, dans des biens qui ne sont pas à elle. Ça peut foutre vraiment le bordel, et ça foutra le bordel. Si jamais il y a séparation, ça peut être une catastrophe. Donc, si vous investissez ensemble, ou alors, on va prendre un autre exemple, mais vous avez un pote qui a une SCI, il est associé avec deux copains, son business marche bien, son immeuble marche bien, puis vous êtes super plombier, il vous appelle sans cesse pour les dépannages, puis il vous dit, c'est cool, t'es un peu notre associé, tu nous dépannes, on va te rémunérer un peu sur les loyers, tu vas voir, même il peut vous donner un peu d'argent comme ça, et à la limite, les choses se passent tout doucement, puis à la fin, vous avez vraiment l'impression que vous êtes associé. Sauf que vous n'êtes pas dans les papiers, vous n'êtes rien du tout. Et ça, c'est des choses que j'ai pas vues personnellement, mais dont j'ai entendu parler, où il y a un troisième associé qui est sur les papiers nulle part, qu'on voit, qui fait, qui bosse, qui touche un peu d'argent au black comme ça, mais qui est inscrit nulle part. Rassurez-vous, quand le bien sera vendu, vous ne verrez pas la couleur de la plus-value. Donc, voilà, ça va sans le dire, mais c'est bien de le dire quand même, signer des contrats, quoi. Voilà. Quand on est associé, c'est qu'on a signé un contrat, qu'on est engagé. C'est pas juste qu'on a dit, on est potes, on est associé et il n'y a rien du tout. Voilà, ça va sans le dire, mais c'est bien de le dire quand même.
Écoutez, voilà, je crois qu'on est au bout de ce podcast, que j'ai tout dit. J'en suis presque à 50 minutes. Nom d'un chien, j'ai battu un record. Enfin bon, il n'y a pas de record, mais je pensais pas que ça durait aussi longtemps et je suis bien content. J'espère que le podcast vous aura plu. En tout cas, je pense qu'il est pas mal. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'avais un petit peu peur parce que j'avais moins de temps pour le préparer que les autres, vu cette grosse semaine qu'on a passée. Mais ma foi, je pense qu'il y a de la matière en tout cas. Écoutez, je vous souhaite une super semaine. Voilà, je vous souhaite vraiment, comme chaque semaine, mais d'avancer sur vos projets. Laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par l'amour de faire des choses bien, de faire des choses qui vous intéressent. C'est rien du tout non plus de le dire, mais c'est bien de le dire quand même, on vit qu'une fois. Voilà, donc ne gâchez pas votre vie à faire des projets qui vous plaisent pas, à bosser dans une boîte que vous aimez pas, à bosser avec des collègues que vous détestez. Mettez chaque jour, même aujourd'hui, une petite action en place qui vous amènera vers vos rêves. Dites-vous toujours que on est aujourd'hui la somme de toutes les actions qu'on a réalisées par le passé. Et Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous n'êtes pas là où vous êtes par hasard. Ça s'est fait par plein de toutes petites actions. On en parlait dans un dernier podcast avec la cigarette. C'est pas une cigarette qui donne le cancer, mais 5 paquets par jour, enfin 3 paquets par jour pendant 10 ans, ça le donne. Et donc, c'est pas une petite action qui changera, mais par contre, une petite action répétée chaque jour, ça vous guidera vraiment vers là où vous voulez aller. Donc, pour cette début d'année 2020, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Voilà, de réussir vos projets et vraiment de vous laisser guider par votre cœur, par l'amour de faire les choses qui vous plaisent. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.